Depuis quelques années maintenant, on voit une sacrée augmentation du nombre de cartoons pour adultes. Non, pas ça, bande de pervers. Je veux parler de séries d'animation qui, malgré leur apparence, s'adressent à un public bien plus mature. Des séries comme Rick et Morty, Archer, Inside Job, Big Mouth se sont toutes fait une place sur un marché qui devient de plus en plus saturé. Mais en haut de l'échelle, il y a une série bien plus ancienne qui les domine absolument tous, et c'est bien évidemment South Park. Ça fait plus de 25 ans que ça dure, et vu la taille du contrat qu'ils viennent de signer avec Paramount, c'est pas prêt de s'arrêter. Avec presque 30 ans de satire, de violence, de controverse et de... La popularité de la série n'a jamais vraiment redescendu. Alors je trouve ça bizarre qu'il y ait aussi peu de jeux sur South Park. Je veux dire, si on compare aux Simpsons qui ont à peu près le même niveau de popularité, la famille numéro 1 d'Amérique tient le bon bout avec environ 30 jeux, alors que South Park c'est que 10. Et je pense connaître la raison, South Park se traduit juste pas bien en jeux vidéo. Et en réalité, aucune série d'animation ne se traduit très bien en jeux vidéo. Vous aurez certes un jeu vidéo, mais vous retrouverez jamais vraiment l'esprit de la série. Et c'est encore plus vrai avec South Park, cet aspect carton découpé stop motion, qui est certes généré par ordinateur depuis genre l'épisode 2, mais qui est quand même quasi impossible à retrouver sur un jeu vidéo. Et c'est peut-être aussi pour ça que Trey Parker et Matt Stone, les deux créateurs de South Park, ne se sont jamais vraiment investis dans les différents jeux vidéo issus de la licence, en préférant se concentrer sur la série ou même sur le film. Mais vers la fin des années 2000, et après avoir compris que sans leur aide, South Park était condamné aux adaptations miteuses, les deux compères demandèrent de l'aide au studio Obsidian, les développeurs derrière le légendaire Fallout New Vegas, pour créer un RPG South Park ultra fidèle à la série et dont ils auraient une quasi totale maîtrise créative. C'est ainsi que le monde a eu le droit en 2014 à South Park le bâton de la vérité, un RPG au tour par tour reprenant les personnages d'un épisode qui s'appelle Le retour de la communauté de l'anneau des deux tours, donc un épisode parodique qui reprenait Le Seigneur des Anneaux et un très gros favori des fans. La sortie du jeu, à l'époque, en 2014, est accueillie avec énormément d'enthousiasme, par les fans, mais aussi par la critique, parce que au-delà d'être un jeu qui a un gameplay extrêmement solide, c'est surtout un jeu qui reprend parfaitement la série, avec les doublages officiels, mais surtout grâce aux efforts titanesques d'Obsidian pour recréer presque à l'identique les graphismes si particuliers de South Park. On joue pas à un jeu South Park, on est pris dans un immense épisode interactif sur lequel on a un contrôle presque total. Le jeu ira même jusqu'à reprendre l'aspect le plus important de la série, à savoir les controverses, puisque certaines scènes ont dû être censurées dans les versions européennes et australiennes du jeu, avec à chaque fois un petit message un peu satirique, à moitié salé, pour se foutre de la gueule de la loi en règle qui censure un peu le jeu. Alors, oui, je pourrais parler plus en détail du bâton de la vérité, mais vu que j'ai pu la Xbox sur laquelle j'avais le jeu et que cette chaîne me rapporte environ... bref... Je vais parler de sa suite qui est tout aussi bien et que elle au moins j'ai dans ma bibliothèque Steam. Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Et aujourd'hui, préparez vos meilleures combinaisons moulantes, on va jouer à l'anal du destin. Avant toute chose, déjà bravo à l'équipe de traduction, parce que réussir à passer de ça à ça, c'est un miracle. Alors oui, le jeu de mots est pas aussi bien, mais franchement, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Bref, le jeu se déroule à peine quelques heures après la fin du bâton de la vérité. On y joue toujours le nouveau, maintenant devenu le roi Trouduc, et le jeu commence par une bataille terrible contre les morts. Après un petit combat pour introduire le nouveau système de combat du jeu, on est interrompu par Cartman, qui en a marre de faire de l'heroic fantasy et qui arrive à convaincre les autres gosses de jouer aux super-héros, malgré la guerre civile qui oppose Cartman et son équipe, le Coon et sa bande, aux potes de la liberté dirigés par Timmy, chacun pensant que son plan de franchise pour faire des millions comme le MCU est meilleur que celui de l'autre. Le but de chaque équipe est de retrouver Sacripan, un chat porté disparu, et d'empocher la récompense afin de lancer leur univers cinématographique. Malgré le fait que personne ne veut laisser le nouveau jouer avec eux aux super-héros parce que il a fini en tant que Trouduc comme roi invincible tueur de dragons, Cartman le laisse quand même s'essayer au jeu et lui propose donc de choisir une classe.
Perso, moi j'ai pris Moribund, qui est une classe du DLC, et franchement ça se voit comment elle est bien plus forte que les autres classes du jeu, mais bon c'est pas mon problème de toute façon. Bref. Après avoir entendu notre origin story tragique dans laquelle notre père nous a trahis en baisant notre mère, on est envoyé patrouiller South Park à la recherche d'informations sur le fameux chat disparu. On passe le reste de la première journée à compléter notre fiche de personnage, d'abord en aidant Clyde au resto raisin à se barrer sans payer l'addition, et définir ensuite notre kryptonite, puis on passe chez le conseiller Maki pour définir le genre de notre personnage. On se fait attaquer dès qu'on sort de l'école par des rednecks bien arriérés qui détestent ce qu'on est. Et là, alors, allez chercher aucune excuse, que vous choisissez trans, cisgenre, homme, femme, autre, les rednecks vous attaquent dans tous les cas, ils détestent qui que vous soyez. Vous mettez homme, blanc, cisgenre, ils vous tapent, vous mettez trans personne, gender fluide, ils vous tapent quand même. On ouvre donc leurs esprits et leurs crânes, et c'est à ce moment-là que Cartman nous confie une mission de la plus haute importance. Allez lui acheter un taco. On se rend donc dans la boutique de Morgan Freeman où il nous apprend à utiliser le système d'artisanat du jeu qui nous servira à améliorer le personnage plus tard. On récupère un tacos et on se dirige vers chez Cartman qui, bien content de notre travail, nous laisse choisir une deuxième classe qui va venir compléter notre éventail de coups. Et après avoir entendu notre nouvelle histoire d'origine où on n'a toujours pas réussi à sauver notre mère en empêchant notre père de la baiser, on se met en route pour intercepter les potes de la liberté qui apparemment ont une piste. Quand on arrive sur la rue principale, c'est la guerre civile, et après un combat d'anthologie, Timmy s'enfuit mais pas avant que Cartman arrive à lui piquer son téléphone et le ramène à la base. En le fouillant, on apprend que les potes de la liberté étaient censés retrouver une fille au tatouage distinctif le soir même, et on décide donc d'attendre la nuit pour agir. C'est à ce moment-là que Cartman décide que c'est le moment d'apprendre aux autres gamins votre histoire tragique d'origine de super-héros. Et ils réagissent à peu près de la même façon que vous espériez. You're so fucking stupid! Every human alive on Earth had a dad who fucked their mom and— Stop! This is not what's important right now! He's such a fucking idiot! It's okay, calm down. À la nuit tombée, on est rejoint par Captain Diabète. Captain Diabète, Captain Diabète. Putain, le JDG est un prophète. Et on démarre notre expédition vers le strip club pour rencontrer notre contact. Sur le chemin, on confisque les clés de Randy pour l'empêcher de conduire bourré, et disons qu'il est pas très content, mais on arrive à le convaincre en lui donnant une deuxième raison de prendre de l'aspirine le lendemain matin. On se dirige du coup sans embûche jusqu'au strip club, afin de s'y infiltrer, et après quelques péripéties on va dire, on tombe sur Classy, qui pense que les deux gosses de 10 ans en spandex devant elle sont des flics, et qui s'enfuit au lieu de nous filer nos infos. On la poursuit dans les loges, et c'est l'heure de se frayer un chemin à travers les stripteaseuses, mais surtout Spontaneous Boutet et sa demi-tonne de body positivity, qui menace de faire un remake de la fin de Roger Rabbit avec des CM1. Alors pas besoin d'essayer de taper Boutet, de toute façon vous pouvez pas, elle est invincible, le but c'est juste de courir le plus vite possible vers la sortie en espérant ne pas finir aussi plat que le gameplay d'Assassin's Creed Mirage. En sortant des loges, on est arrêté par un mafieux qui est très fan du second amendement et qui aurait peut-être pas dû se comporter comme un Texan, mais bon, heureusement que Captain Diabète est là pour dégager le passage. Ou pas. Et il meurt d'un choc diabétique en plus. Et bah dis donc, on comprend pourquoi c'est moi le fin stratège de l'équipe. Bref, une conversation télépathique plus tard avec Morgan Freeman, on apprend que si on mange l'Enchirito, on peut choper le pouvoir de péter si fort qu'on remonte le temps. Pose pas de questions, il y aura pas de réponse. On rejoint donc le reste de la bande avant de poursuivre Classy dans la cuisine, puis dans l'arrière-boutique du restaurant italien, où on tombe nez à nez avec évidemment des mafiosi, puisqu'on est dans un restaurant italien, donc il y a forcément des mafiosi dedans, mais c'est à ce moment-là que Randy débarque complètement bourré et bien décidé à récupérer ses clés. Et après lui avoir filé une troisième raison de prendre de l'aspirine le lendemain matin, c'est l'heure pour tout le monde de rentrer chez soi. Classy commence à expliquer au Kun et à sa bande comme quoi un nouveau parrain du crime paye les sixièmes pour enlever des chats, notamment Sacripant, mais elle refuse d'en dire plus tant qu'elle est sûre qu'elle peut pas être protégée par le Kun et sa bande. Le lendemain, on va chez le GOAT GB pour essayer de convaincre Classy qu'on peut la protéger, et elle dit qu'elle ne parlera pas tant qu'elle aura pas sa bœuf de prescription. On va donc à la pharmacie, où on rencontre Servietsky qui est légèrement à cran depuis qu'il est sobre, mais après avoir détendu l'atmosphère, on récupère la commande de Classy, et elle nous indique que les chats sont entreposés dans une unité de stockage au nord de la ville. En attendant la nuit, on aide aussi la police, en tant que nouveau super-héros de la ville, à attraper le nouveau caïd du crime local. Alors on se trompe une fois de suspect, mais bon, après on arrive à choper le vrai caïd, et arrêtez-moi si vous trouvez un dénominateur commun entre ces deux personnes que je viens d'arrêter. Mais à la nuit tombée, on est rejoint par Stan, qui nous remercie d'avoir empêché son père de conduire bourré, et on se dirige vers U-Storit
pour récupérer le chat disparu. Arrivé sur place, c'est la grande guerre entre le Kun et sa bande et Butters qui a repris les traits du professeur Chaos et qui a reçu de l'argent du nouveau parrain du crime pour défendre l'endroit. Armé de beaucoup d'aluminium et de travailleurs mexicains sans papier, il nous barre pas mal la route, mais avec l'aide de nos nouveaux amis et des services d'immigration, on se taille un chemin à travers nos amis du Rio Grande pour tomber sur un labo de meth où ils rajoutent de la pisse de chat dans leurs produits pour rendre les gens encore plus fous. D'accord. Bon, le combat est censé être assez difficile avec tous les barils explosifs, mais bon, quand je vous ai dit que ma classe était vraiment surpuissante, je mentais pas. Et on se défait suffisamment vite de Walter White de Temu pour continuer à chercher Sacripant. Et après avoir battu le professeur Chaos dans son méca incroyable de la mort qui tue, on le ramène au QG pour le questionner. Le lendemain matin, le Kun décide d'utiliser l'amitié nouvelle entre le nouveau et Stan pour s'infiltrer chez les potes de la liberté. Mais pour passer le verrou de sécurité qui mène à leur QG, il va falloir un hacker hors pair, et le seul sous la main c'est le professeur Chaos. Alors après un rapide crochet par la maison de Butters pour déjà récupérer un système de hacking très peu orthodoxe et l'empêcher de se faire punir par son père une énième fois, on s'infiltre chez les potes de la liberté qui acceptent notre changement de franchise et nous confient notre première mission, d'aller divertir les seniors de la maison de retraite. Après une performance digne de Mozart, les vieux sont finalement pas très fans de notre remix des 4 saisons et on prend la fuite. Alors le combat est assez difficile, surtout que la kryptonite de mon personnage c'est les vieux, mais bon, cette expérience nous permet de gagner la confiance des potes de la liberté qui nous apprennent qu'ils vont fouiller le commissariat dès la nuit tombée. Alors directement on fonce au QG du Kun et sa bande pour leur apprendre la nouvelle, mais pas avant d'avoir aidé Craig et Tweak à réparer leur relation de couple. C'est pas obligatoire pour la quête principale, mais ça débloque le meilleur ultime du jeu. Mais en arrivant chez Cartman, on apprend que Classy a été arrêté par les flics, et bah en fait finalement ça fera juste une raison de plus pour aller fouiller le commissariat. On se rend sur place, évidemment les deux équipes se rencontrent, mais elles décident de mettre leurs différents de côté pour d'abord sauver les innocents emprisonnés injustement. On se taille à chemin après la crème de la crème des représentants de la loi de South Park, des policiers hautement entraînés et au code moral irréprochable, puisqu'ils n'hésitent pas à se shooter à la coque et à relâcher un pédophile sur un groupe de gosses de 10 ans. Alors on pète au visage de Jared et on poursuit le chef de la police jusqu'au sous-sol où on se rend compte que les policiers arrêtent des personnes noires pour les sacrifier à un dieu très ancien appelé... pas sûr que je peux prononcer ça à voix haute sur YouTube, mais il s'avère que cette entité cosmique consomme la viande noire et déteste la viande blanche. En fait les flics sont pas racistes, tout va bien. Bref, c'est l'heure d'un combat que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait on peut pas faire de dégâts à la créature, par contre elle prend un quart de sa vie si elle mange quelqu'un de blanc. Donc le but c'est de contrôler le positionnement des ennemis pour pouvoir les faire manger par la créature. Après avoir renvoyé la créature préférée de HP Lovecraft dans l'abîme puant dont elle est venue, on récupère Sacripant. Et du coup, c'est le retour de la guerre civile. Mais cette fois-ci, Professeur Timmy force le Kun et sa bande à attaquer le nouveau. Alors on distribue des marrons comme si on était sur un marché de Noël, mais alors qu'on a bien fini de défoncer tout le monde, Mysterion nous explique que le professeur travaillait sur un moyen de sauver la franchise de tout le monde, en créant un plan parfait où chaque héros aurait son film et sa série télé. Le plan de Timmy est tellement parfait que les deux équipes enterrent la hache de guerre et décident de se regrouper sous l'égide des potes de la liberté. Mais vu l'expression que Cartman porte sur son visage et connaissant son habitude dans la série pour péter un câble quand c'est pas le centre de l'attention, vous vous doutez que la paix va pas durer très longtemps. Et dès le lendemain, les parents du nouveau ont disparu, la maison est dans un état pas possible et le plan de franchise de Timmy a été détruit. C'est là que celui qui a mis en place tous les événements qui se passent dans le jeu entre en scène. Mitch Connor. C'est lui qui a tout orchestré, les chats disparus, l'augmentation du crime, le comportement de plus en plus dingue de tous les adultes de la ville à chaque fois qu'on sortait la nuit, tout. Bon, évidemment, tout le monde voit bien que Mitch Connor est en fait la main gauche de Cartman, même s'il affirme évidemment n'avoir rien à voir dans tout ça, et il s'enfuit jurant qu'il prouvera son innocence. Pour nous aider dans le combat qui s'approche, Timmy nous donne accès à toutes les classes du jeu, mais pour le moment, il va falloir faire ce que Mitch décide. Il nous envoie parcourir la ville dans le seul but de récupérer tous les followers du nouveau qu'on se fait chier à gagner depuis le début du jeu. Mais on finit quand même par traquer Mitch jusqu'au hall communal, mais oh non, Mitch a pris le Kun en otage, comment on va faire? Bon, après avoir allègrement pété la gueule de Cartman, on le ramène au QG pour un interrogatoire musclé à base de paix, parce qu'après tout c'est un jeu South Park, et sous la pression immense de nos paix, je rappelle suffisamment puissant pour rompre le continuum espace-temps, Cartman craque et avoue que Mitch cherche à faire modifier génétiquement les chats pour les rendre plus dangereux. L'équipe se dirige donc vers le labo génétique du professeur Mephisto pour en découdre.
Pendant la visite du complexe, quelque chose se passe très mal et il faut se battre pour ressortir, et c'est sur le chemin qu'on croise nos parents, retenus prisonniers apparemment parce que quelqu'un cherche à utiliser leur ADN pour cloner le nouveau. Et on peut pas continuer sans un échantillon d'ADN de notre père ou de notre mère. Alors évidemment que c'est bien débile et qu'on peut pas juste faire un test PCR, hein. Non, il faut soit arracher le bras de notre mère, soit décapiter notre père. Perso, j'ai décapité le daron. Je suis sûr que Freud aurait des tas de choses à dire là-dessus. Mais en attendant, on continue à s'échapper du labo. Et après un combat bien difficile, sa mère contre le cousin de Kyle qui a muté en espèce d'abomination génétique, on lâche un paix fatal tellement puissant qu'il nous propulse une semaine dans le futur. Et cette petite escapade temporelle a bien servi à Mitch, dont le plan s'est déroulé sans aucun accroc. Il a fait monter la criminalité pour discréditer la mère actuelle de South Park et prendre sa place, afin de décréter que tous les jours étaient maintenant Noël, afin d'entretenir un état de chaos permanent qui donnerait au Coon une quantité infinie de crimes à combattre pour booster encore plus sa franchise. Oui, c'est un scénario typiquement South Park. On fonce chez Morgan Freeman qui nous donne un Kesarito capable de nous faire remonter le temps, mais pendant le paix, le nouveau ne croit pas suffisamment en lui et l'effet inverse se produit. On est propulsé 1 an dans le futur, dans un South Park où chaque jour est Noël, et où les joyeux amis de la forêt sont descendus en ville pour buter tout le monde à la gloire de Satan. Ok, après un combat vraiment difficile, et heureusement qu'on a l'aide du putain de Père Noël, on défonce les joyeux amis satanistes de la forêt, et on revient dans le temps, juste avant le début du jeu, à l'époque où les gamins jouaient encore au bâton de la vérité, et après avoir combattu les versions passées de chaque gamin, on interrompt Cartman juste avant qu'il commence à jouer aux super-héros, mais un coup bien placé dans le plexus nous envoie faire un voyage dans le temps à l'époque de notre origin story. Et c'est en étant bien plus jeune qu'on discute avec nos parents et qu'on apprend la vérité. Ils ont chacun une capacité anormale à faire beaucoup d'amis et à devenir viral sur le net. Et le nouveau a hérité de leur don. Et c'est grâce à ce don que Mitch Connor a réussi à devenir assez populaire pour être élu maire. Mais les parents du nouveau, après être bien contents d'avoir enfin partagé ce lourd secret, décident qu'ils vont arrêter de s'engueuler comme ils le faisaient depuis le début du jeu, et là on pète une nouvelle fois, mais cette fois-ci on croit en nous, et on retourne au jour de l'investiture de Mitch à la mairie. Dans un effort désespéré de faire admettre à Cartman qu'il se fout de la gueule de tout le monde, Kyle prétend être aussi contrôlé par Mitch, ce qui embrouille encore plus les super-héros et moi par la même occasion, mais évidemment Cartman est bien plus malin. On 3, we'll both say, I was just fucking with you. Thad? Fine. Okay, Thad. 1, 2, 3. I was just fucking with you. Haha, gotcha. Oh, you asshole! Et il s'apprête à être nommé maire de South Park. Et c'est à ce moment-là que le nouveau met en ligne un petit selfie qu'il avait pris avec le plan de Mitch, lui faisant perdre toute sympathie de la part de la ville, et qui décide du coup de ne pas l'élire comme maire et d'aller chercher de la drogue et de l'alcool plus sain dans la ville d'à côté. Tout est bien qui finit bien, enfin presque. Parce que de retour chez lui, le nouveau surprend son père en train de baiser sa mère. Et Butters nous affirme que le chaos gagne toujours, et que si être bon n'a pas suffi à sauver notre mère qui du coup s'est fait baiser par notre père, alors pourquoi ne pas essayer d'être mauvais? Et c'est sur ce cliffhanger que se termine l'Annale du Destin. J'adore ce jeu. Ce qui saute directement au visage, c'est évidemment ses graphismes, grâce aux efforts monumentaux de Ubisoft, qui se sont fait chier à adapter leur moteur Snowdrop qu'on a vu sur The Division, pour pouvoir importer directement les modèles depuis Autodesk Maya, qui est le logiciel utilisé pour réaliser les épisodes de South Park. Ce qui donne un jeu qui se confond parfaitement avec un épisode de la série, à tel point que si j'utilisais des épisodes de la trilogie d'épisodes du Coon ou des passages du jeu, vous auriez du mal à me dire lequel est quoi. Et en plus, ce système de pouvoir importer directement les modèles depuis la série a permis d'ajouter en cours de production des personnages et endroits de la ville au centre de la saison 19, qui est sortie en plein milieu de la production du jeu et qui en temps normal n'aurait pas pu être implémenté si tard dans le cycle de développement. Et c'est grâce à ça qu'on a le droit à des apparitions de PC Principal qui vous permet de frapper vos adversaires s'ils vous font des micro-agressions, et à la maison de Kenny en centre de Soda Sopa.
Et en plus, ce partenariat fonctionne dans les deux sens, parce qu'en faisant des recherches pour le jeu sur la série, les devs de chez Ubisoft sont tombés sur des fanarts de Twig et Craig. Et ils les ont montrés à Trey Parker et Matt Stone qui ont adoré l'idée et qui ont donné naissance à l'épisode Twig x Craig et au couple des deux personnages, que l'on retrouve évidemment dans l'Annale du Destin du coup, mais qui est toujours d'actualité dans la série encore aujourd'hui. L'Annale du Destin, c'est une énorme lettre d'amour à South Park. Tout y est, le nombre de références à la série est juste phénoménal, que ce soit le Pissa, introduit dans l'épisode Planète Gronibar de la saison 12, et qui fait ici partie intégrante de l'intrigue, les petits amis de la forêt, le poisson gay, et même le laboratoire de génétique du professeur Mephisto, un personnage ultra obscur de la série, apparu seulement dans la saison 1 en 97, et un petit peu dans des épisodes ultra mythiques comme l'épisode 201, que je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il a été retiré de la circulation pour avoir essayé de représenter le prophète Muhammad, mais le nombre de références ultra obscures à la série est hallucinant. Chaque maison, chaque endroit que vous visitez regorge de clins d'œil et d'easter eggs, plus ou moins appuyés, et pour un fan de la série, c'est juste du caviar. C'est le jeu ultime pour tout fan de South Park. L'humour est omniprésent, les références sont légion, et tous les personnages iconiques de la série sont là. Et le jeu est blindé d'interactions entre les personnages, mais surtout entre les gosses, hein. C'est super prenant de voir les gamins réagir entre eux en combat, et ça rajoute beaucoup à cette immersion totale dans le monde de South Park. Et en plus, il y a à boire et à manger dans ce jeu, avec plein de costumes à collectionner et autres chats de Hal Super Gay et Art Yaoi, avec 2 DLC qui rajoutent chacun une histoire et une nouvelle classe, avec plein de quêtes secondaires, avec les défis de combat aussi du raisin et de la Danger Room des potes de la liberté. Donc même si vous finissez la quête principale qui se finit en environ une quinzaine d'heures, il vous reste quand même pas mal de trucs à faire dans le jeu, donc vraiment il y en a pour votre argent. Mais s'il y a un point noir sur ce jeu, c'est pour moi l'exploration. Déjà, votre personnage n'est pas très rapide. Mais bon, la carte n'est pas titanesque non plus, donc ça va, mais les emplacements de déplacement rapide ne sont pas très bien placés, et il faut s'y rendre pour les utiliser. Alors quand c'est votre première partie, c'est ok, hein, parce que de toute façon vous vous perdez dans South Park à découvrir toutes les références, mais après quelques heures de jeu, on aimerait bien avoir une façon plus rapide de se déplacer. Surtout si vous visez le 100% et que vous voulez terminer toutes les quêtes de collecte qui demandent vraiment d'explorer chaque recoin de la carte. Mais le pire du pire, c'est vraiment le système d'aide ami que vous allez associer à, on va dire, les CS dans Pokémon pour ceux qui connaissent. En gros, tout au long du jeu, vous allez débloquer les compétences que vous pourrez utiliser pendant l'exploration, pour atteindre des lieux inaccessibles. Et putain, qu'est-ce que c'est long pour rien. À chaque fois, il faut mettre le pointeur sur l'objet avec lequel interagir. Sélectionner le bon pote, parce que si vous sélectionnez le mauvais pote, ça vous dit que ça marche pas. Maintenir A pendant une seconde ou deux. Interagir avec la silhouette. Attendre que l'animation où le pote arrive se joue. Faire le petit QTE, comme ça on peut pas juste AFK le truc et dire que ça passe tout seul. Et enfin, écouter la petite ligne de dialogue qui certes est sympa au début, mais qui vraiment te sort par les yeux quand c'est la 25e fois que Kyle te dit « Eh, mon costume schlag maintenant !» Et en plus, je sais pas pourquoi dans les derniers niveaux, ils ont pété un câble avec des tableaux où il faut utiliser littéralement chaque pote au moins une fois juste pour traverser. Il y a rien d'autre à faire dans le tableau à part vous faire perdre du temps avec ces animations à rallonge. C'est absolument long pour rien. Et autre truc qui, m'énerve pas mais me déçoit un petit peu, je trouve que le jeu se la joue un poil trop safe par rapport déjà à la série et aussi au bâton de la vérité. Alors oui, il y a quand même le légendaire écran de sélection de la difficulté qui avait fait le tour du net à l'époque, mais déjà c'est dommage que ce soit pas le vrai écran de sélection de la difficulté des combats, c'est juste pour la vanne, et surtout, c'est le seul moment du jeu que je trouve vraiment controversé. Alors effectivement, on retrouve évidemment le ton ultra irrévérencieux et décalé de la série, je veux dire, on se fait agresser sexuellement par 2 prêtres à la seconde où on fout le pied dans une église, mais on n'est quand même pas au niveau de se faire censurer des sections du jeu comme dans le bâton de la vérité. Et venant d'une série qui a réussi à anéantir la scientologie ou qui a drop 42 fois le N-word dans un épisode, tout en portant aux yeux de tous les conséquences réelles de l'utilisation de ce mot, je trouve ça dommage qu'on retrouve pas ce genre de critique qui a fait le renom de la série. Parce que oui, le commentaire sur le MCU est vraiment présent, mais déjà maintenant que le MCU s'est un peu tiré une balle dans le pied tout seul, c'est presque triste de les voir vader dessus parce que maintenant c'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Mais en effet, j'aurais aimé trouver plus de critiques acérées comme on en trouve partout dans la série. Mais bon, finalement tout ça c'est du pinaillage face à un jeu absolument solide, fun et quasi parfait. Un jeu écrit avec beaucoup d'attention et qui capture parfaitement ce qu'est South Park sous tous ses angles.
Et même si certains pourront lui reprocher un système de combat un poil simpliste, l'Annales du Destin restera pour moi déjà le meilleur jeu South Park, mais aussi la meilleure adaptation de série en jeu vidéo. Et du coup, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir eu cette fameuse suite côté méchant que tease le professeur Chaos à la fin du jeu. Parce que après avoir écrit un scénario titanesque pour le jeu, qui même après réduction faisait quand même la taille de 2 films, force est de constater que Trey Parker et Matt Stone se sont bien rendus compte de l'énorme quantité de travail que demande un jeu vidéo, et je sais pas si on verra un jour cette fameuse suite à l'Annales du Destin. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que Snow Day, sorti il y a à peine quelques mois, et qui est finalement la suite de l'Annales du Destin, est plus du côté des autres jeux South Park, si vous voyez ce que je veux dire. Alors finalement, il nous reste plus qu'à espérer que quelqu'un arrive à convaincre Trey Parker et Matt Stone à remettre le couvert pour un 3e opus. Parce que en attendant, c'est pas avec un beat'em all mou du genou à peu près roguelike moche, ou avec un jeu mobile qu'on va satisfaire notre soif de jeux South Park. Voilà, c'est tout pour cet épisode de La Caverne, j'espère qu'il vous a plu. Je sais que j'ai mis du temps à le sortir, mais je sais pas, j'ai un rythme de production complètement débile. Mais bon, je lance directement la production de ma prochaine vidéo, le fameux épisode de Creusons sur qu'est-ce que c'est les films d'horreur et pourquoi c'est trop bien. Ne vous inquiétez pas, il est spécifiquement fait pour les gens qui n'aiment pas l'horreur, je vais essayer de mettre le moins de possible de trucs gore et de jumpscare dedans, parce que je vois pas l'intérêt de mettre ça dans une vidéo. Sinon, je sais que je l'ai pointé du doigt vite fait en début de vidéo, mais ça y est, la chaîne YouTube me ramène de l'argent. Alors, oui, je vais pas manger du caviar tous les midis avec ce genre de rémunération, mais en tout cas, c'est un bon début. Et si vous voulez vraiment me soutenir, continuez de vous abonner à ma chaîne, continuez à regarder mes vidéos, et lâchez un pouce bleu si la vidéo vous plaît. En tout cas, si la chaîne continue de grandir à ce rythme, je vais peut-être réfléchir à un moyen de me rémunérer directement avec une chaîne Utip ou avec peut-être les abonnements sur YouTube, même si je suis pas fan du système, les membres, c'est ça? Enfin bref, on verra. Pour le moment, je reste faire mon petit bonhomme de chemin. Je veux dire, 2000 abonnés, c'est très bien et je remercie tous ceux qui me suivent. Mais clairement, c'est pas assez pour pouvoir vivre de YouTube, donc j'ai le temps de réfléchir à comment je vais pouvoir monétiser cette chaîne. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour vous proposer des vidéos à chaque fois de meilleure qualité et dont je suis fier, il reste énormément de travail. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je retourne fouiller ma caverne.